pour vous situer, j'ai 80 ans, donc à la fin de la guerre, j'avais votre âge. Je représente donc ici la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes. C'est très long, je m'en excuse, ce n'est pas nous qui avons créé. FNDIRP, plus facilement connu. Cette association a été créée dès 1945, après le retour des déportés, parce qu'elle n'a pas été faite pour une transmission, au départ, pour une transmission de la mémoire. Elle a été créée, cette fédération, pour remettre en selle, si on veut bien parler comme ça, remettre en vie normale des gens qui avaient été privés et qui avaient été torturés, amaigris, malades, qui n'avaient plus de biens. Certains avaient non seulement été déportés, mais ils avaient été pillés par les Allemands, leurs appartements avaient été ravagés. C'est-à-dire c'était des gens qui n'avaient plus ni la santé, ni le travail, ils n'avaient plus rien. Il fallait donc des associations qui les aident à se réinsérer. C'était là l'origine de la Fédération nationale des déportés. Et puis après, ils se sont dit, il faut parler. Parce que peu de déportés avaient envie de parler en fin 1945, après leur retour en avril, mai, juin, parce qu'il faut se souvenir que si nous ici on était libérés, il fallait encore attendre entre 9 et 12 mois avant de voir entrer nos déportés. Donc il y en a certains, alors le colonel Manès, enfin je vous cite des mots comme ça, Marcel Paul, Marie-Claude Vaillant-Couturier, sont les premiers qui se sont dit, il faut absolument parler. Et c'était difficile parce que les premières conférences, et j'ai une tante qui y a participé avec Marie-Claude Vaillant-Couturier, c'était dans une salle des fêtes à Clermont-Ferrand. Le premier témoignage public je parle. Il y avait déjà des témoignages faits dans les syndicats, les associations, les quartiers, les villes. Mais enfin, comme ça, en petit comité. Mais le premier grand témoignage public, c'est à Clermont-Ferrand, en fin 1945. Et ils n'osaient pas tout dire. Ils n'osaient pas dire toutes les tortures, toutes les physiques et morales qu'ils avaient supportées dans les camps. C'était tellement horrible qu'ils avaient l'impression que s'ils en disaient trop, on ne les croirait pas, qu'ils exagéraient. Parce que c'était absolument incroyable. Alors là a commencé le travail de mémoire. Vous avez certainement en CDI, tous les mois, à votre disposition, le patriote résistant. Ça, vous l'avez tous les mois parce que notre section de la région de Château-Thierry a abonné tous les établissements scolaires, certains élus, les maires des communes environnantes, ont offert, ça coûte très cher d'ailleurs, je vous le dis, c'est parce que je veux que vous compreniez l'importance. Si vous en avez l'occasion de le lire de temps en temps, vous verrez qu'il y a toujours des choses nouvelles, parce que croyez-moi, le devoir de mémoire fait découvrir sans arrêt des aspects nouveaux, des événements nouveaux. Alors je ne vais pas trop m'étendre, parce que j'aimerais bien encore qu'il y ait des questions après tout ça. Je vous dirais tout simplement que là, nous découvrons un événement. Décidément, Fossois, ça restera, c'est connu maintenant nationalement, Fossois, puisque dans le dernier numéro du Patriote Résistant, on parle de Fossois. Il y a eu un drame. En mai 1945, il y a eu un mitraillage de 2 wagons de résistantes, de 52 femmes résistantes qui ont été mitraillées. 2 ont été tuées sur place, 2 sont mortes à l'hôpital de Château, 6 ont pu être évadées, ont pu... grâce à un cheminot résistant sparnacien, Fernand Zenner, qui a monté une action pour soustraire 6 blessés, parce qu'on savait que ces femmes-là, une fois guéries, repartiraient pour un camp de concentration. Grâce aussi à René Poisson. Poisson, c'est quelque chose qui... C'est un nom que certains de vos grands-parents ont connu, le bon docteur Poisson. Grâce à lui, et surtout à l'action de Fernand Zenner, ont pu être soustraits 6 déportés qui n'ont pas subi la déportation. Quant aux autres, je vous donnerai à peu près le chiffre. Malheureusement, sur ces 52 femmes, alors donc 4 périrent, 6 furent évadés, 2 furent gazés, parce qu'ils allaient tous vers le camp de Ravensbrück. 2 furent gazés, 7 moururent en camp ou pendant l'évacuation, on ne sait pas trop,
31 furent libérées et 2 furent portées disparues. C'est vous dire que ça a été quand même un événement assez important qui s'est passé à Fossois. Je vais quand même vous dire qu'est-ce que je suis moi. Je passais donc mon certificat d'études en 1940, juste dans les premiers jours de l'occupation. Dès 1941, je le sentais bien parce que je sentais bien le danger qu'on encourait dans la famille, parce que mon père comme ma mère, je dois vous dire que jusqu'à l'âge de 14 ans, oui, tout juste 14 ans, 13 ans, enfin 14 ans, j'étais un enfant hyper heureux. J'avais des parents sensationnels, d'une extrême gentillesse, et j'avais aussi un oncle et une tante qui, n'ayant pas d'enfants, j'étais leur filleul, et tout m'est arrivé d'un coup, tout le malheur m'est arrivé d'un coup. Parce que mon père, syndicaliste cheminot avant-guerre, a continué l'action dès le début de l'occupation et a dû fuir. Je ne l'ai pas revu, il n'est pas rentré à la maison. Il a dû fuir parce que des camarades lui ont dit « Attention, on t'attend, on va t'arrêter. La police française est au courant de tes activités et tu vas être arrêté. » Donc, mon père a fui. Il a vécu dans des maquis, il a eu tout un processus de combattant. Parce que notre ami Célisée a eu raison de vous dire qu'il y a eu 2 sortes de résistance. Hein. J'y reviendrai en 2 mots mais pour revenir à votre concours. Donc, après, ma mère disait toujours, mais mon père me l'avait déjà dit avant, surtout, ce que tu peux entendre à la maison, n'en parle surtout pas à tes petits camarades. Parenthèse, parce que c'est vrai que M. Célisée a eu raison de vous le souligner, disons, on ne sait pas, on dit des... Mais moi, je considère que 80%, en 1940, 80% des gens suivaient Pétain. La France, ce n'est pas l'image d'une France résistante. Il ne faut pas y croire à ça. Hein, vous savez, les résistants se comptent par quelques centaines de milliers. Ce n'est pas des millions. Hein, ce n'est pas des millions. Il faut dire qu'il faut être indulgent avec les Français. S'ils avaient peur, s'ils étaient soumis, ils avaient des raisons. Parce que la défaite s'est faite en quelques mois, hein, vous devez l'avoir appris, hein, l'invasion a été rapide, après qu'on nous ait dit que la France, avec la ligne Maginot, résisterait, et ça serait tout de suite la contre-attaque, et en avant, on enverrait l'Allemagne, les Français étaient, disons, assez gonflés, patriotiquement parlant, en 1939. Ils étaient assez gonflés. Et puis tout d'un coup, paf, tout leur arrive dessus, une invasion rapide, l'occupation, etc. Donc le peuple français a été un peuple, il faut le dire, soumis. Et je vais vous dire une chose qui va peut-être choquer, j'avais, comme tous vous avez, de bons petits camarades à 14 ans. Je n'ai plus de cas de... C'est ça qui m'a pesé le plus pendant ces premières années de la guerre. Je n'ai plus de camarades. Parce qu'il ne fallait pas, chez les gens qui m'ont recueilli, il ne fallait pas que je parle. Donc, je n'avais pas intérêt de renouer. Je me suis fait d'autres camarades après, heureusement. Mais il ne fallait pas que je renoue. C'était épouvantable. Alors, le seul couple qui aurait pu me recueillir, on croirait que tous les malheurs tombent à la fois. Ma mère, ah oui, je dois vous dire que ma mère n'a pas rentré à la maison un soir, parce que ma mère était une des créatrices de ce qui s'appelait à l'époque l'Union des femmes françaises, qui était un groupement qui servait plutôt de solidarité que de résistance. Hein. Bon, enfin, elle a dû fuir aussi. Et au même moment, j'apprends, tout vient en même temps, que l'oncle et la tante dont je vous parlais à Paris étaient eux aussi arrêtés. Hein, arrêtés. Ils ont été arrêtés tous les deux en 1941. Ils ont été dans les prisons françaises, la Santé, Fresnes, etc., avant d'être envoyés, lui, à Mauthausen et elle, à Ravensbrück. Alors donc, je me suis retrouvé tout seul, mais avec quand même un couple ami extraordinaire. C'était un couple d'imprimeurs, ils avaient une imprimerie à Épernay, une imprimerie qui était dans une maison bourgeoise, de 3 étages,
Hein, c'était une vieille imprimerie, mais qui tournait bien, et ces gens-là étaient sensationnels. C'est là que j'ai appris, parce qu'évidemment, il n'était plus question que j'alle au collège, hein. Il n'était plus question, je devais rentrer au collège aussi de certificat d'études, pas question. Alors, je suis devenu apprenti typographe chez ces gens-là. Alors, je vous passe simplement, je vous dis tout de suite, que j'ai crevé de faim pendant la guerre. Pour une raison bien simple, c'est que les gens chez qui j'étais ne pouvaient pas tellement trafiquer, ne pouvaient pas tellement se ravitailler. Ce n'était pas leur truc. Hein. Ils travaillaient beaucoup dans leur imprimerie, ils travaillaient beaucoup, il n'y a pas de dimanche, il n'y avait rien, ils travaillaient beaucoup, et ils ne pouvaient pas, donc on ne mangeait que ce qu'on nous donnait. J'ai beaucoup souffert pendant la guerre, et la solidarité, et là je l'ai connue avec ce couple-là, mais je ne l'ai pas tellement connue ailleurs. Vous me direz, les gens chez qui j'étais avaient beaucoup de fierté, et ne voulaient pas certainement s'abaisser à pleurer pour avoir à manger. Alors j'ai des bons souvenirs, parce que le jeudi, j'allais quand même avec le fils de ces imprimeurs, j'allais dans les fermes, j'ai des bons souvenirs, chère Madame Dubois, des bons souvenirs de cultivateurs, et de très mauvais souvenirs. C'est vous dire, il faut tout voir. Et le très mauvais souvenir de cultivateurs qui nous traitaient de feignants, vous n'aviez qu'à travailler, vous les gens des villes, etc. Il y avait de tout. La France, c'était pas très sain. Hein. Au fil des années, évidemment, ça s'est assaini parce qu'on voyait en 1943 se dessiner un changement. Alors là, bien sûr, les mentalités changeaient. Mais je vous assure que fin 40, 41, 42, ça n'était pas tendre d'être dans une ville, hein, petites gens. Bien sûr, ceux qui avaient de l'argent se ravitaillaient au marché noir. Donc, j'ai d'ailleurs remarqué qu'on dit il y a beaucoup de petits vieux. Ben, c'est vrai. Les gens de ma génération, quand votre taille, c'est rare. Hein. On n'est pas très grand. On n'est pas très grand. Hein. On a manqué de pousser. Parce que moi, il y a beaucoup de choses que j'ai découvert en 1945, que je n'avais pas mangé avant. Hein. Bon, enfin, je ne m'étends pas sur mon truc, je voudrais vous revenir simplement, ça peut vous servir. Si quelquefois quelqu'un choisissait dans le thème de ses devoirs ce drame des 52 femmes. Alors, au lieu de vous en parler beaucoup, je vais vous lire un témoignage que j'ai reçu il y a quelques jours d'une survivante, Juliette Bess. Alors, Juliette Bess, on a parlé longuement au téléphone avant-hier, maintenant j'en sais un peu plus, c'est Bizy. Bizy dans la résistance. Alors, justement, Bizy faisait partie d'un réseau spécialisé dans le passage. Elle habite à Tarbes, mais elle était dans les Pyrénées-Orientales étant plus jeune. Et cette femme-là était dans un réseau qui passait les républicains espagnols que les Allemands voulaient déporter, que la police française pourchassait. Parce que vous savez, je ne peux pas tout vous parler, c'est trop long, on n'a que 2 heures. Et vous aurez encore des questions. Mais vous savez, on a des pages obscures, des pages noires de la France qui ne sont pas encore tout à fait. Parce que la police française, un grand nombre de membres de la police française étaient totalement dévoués aux Allemands. Hein. Alors, elle a été d'ailleurs arrêtée par la police française, tout comme mon oncle et ma tante Jules et Olga Novak ont été déportés, ont été pris par la police française, jugés par des juges français qui les ont remis aux Allemands pour être déportés. Vous voyez que ce n'est pas très clair. Hein. On pourrait en parler, vous savez, on pourrait en parler. Alors je reviens à ce mitraillage de Fossoyes. Voilà ce qu'elle raconte, Bizy. Le 25 mai 1944, dans la cour du fort de Romainville. Romainville, c'était une prison, une sorte de camp de... Comment on appelle ça? C'était pas un camp de concentration, c'était un camp d'internement qui servait de triage après pour aller être déporté en Allemagne. Une cinquantaine de noms furent appelés par lettre alphabétique. Lorsque la lettre B, c'est-à-dire du nom Bess, fut dépassée, je me suis dit que ce n'était pas encore mon tour, que je ne ferais pas partie de ce convoi, là. Parce qu'il faut faire une différence entre les premiers déportés et les secondes, et les déportés plus tard. Les déportés plus tard savaient qu'ils allaient en camp de concentration, que c'était la mort, hein, à peu près la mort. Hein. On commençait à savoir. En 1943, on savait. Hein.
Mais 10 ans qu'avant, les premiers déportés croyaient que c'était pour le travail qu'on les déportait. Hein. Je me suis dit, bon, mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque la dernière lettre, après la dernière lettre, j'ai entendu recommencer l'alphabet. En effet, 2 autres noms furent appelés, commençant par la lettre B, celui de Thérèse Bailly, qui était comme moi membre des Auberges. Les Auberges, c'était une organisation de jeunes qui allaient de ville en ville dans ce qu'on appelait les auberges. Hein. Commençait par la lettre B, celui et le mien, qui commence aussi par la lettre B. Après nos noms, plus aucun autre ne fut appelé. Pourquoi nos 2 noms ont-ils été ajoutés? J'avais toujours espéré ne pas partir en déportation, compte tenu du débarquement qui semblait être très proche, et des revers que l'armée allemande essuyait sur tous les fronts. Mais l'administration nazie n'a jamais renoncé, quelle que soit la situation militaire, à expédier en Allemagne la main-d'œuvre qu'elle raflait dans les pays qu'elle occupait, afin de remplacer les travailleurs allemands mobilisés ou tués. C'est ainsi par exemple que le 3 et 4 août 1944, c'est-à-dire 2 mois après le débarquement, 150 femmes résistantes ou politiques quittèrent encore le fort de Romainville pour Ravensbrück, via Nürnberg, au titre de l'évacuation des camps d'internement et des prisons, dans le cadre de ce que l'on nomme la déportation de répression par opposition aux déportations de persécution qui concernent les Juifs. On nous a demandé d'aller chercher nos quelques affaires de toilette ainsi que quelques vivres qui se trouvaient dans les chambrées. On nous a remis un colis de la Croix-Rouge et après une attente de plusieurs heures, en rang et au garde à vous, avec défense de parler, on nous a fait monter dans 2 camions et nous sommes partis pour la gare de l'Est, encadrés par des soldats en armes. Lors de notre arrivée dans l'un des camions, retentit la Marseillaise, mais l'ordre fut vite rétabli par des gardiens qui parvinrent, à coups de force, à coups de crosses de fusil, à faire taire celles qui voulaient attirer l'attention des civils circulant dans la gare. Inutile, isolés par une forte haie de soldats, nous fûmes dirigés vers les wagons qui devaient nous emmener. Il s'agissait de 2 wagons de voyageurs, ce qui était contraire à l'habitude, puisque les déportés jusqu'alors, c'était dans des wagons à bestiaux. Hein, on les mettait jusqu'à 80 dans des wagons à bestiaux, serrés, vous voyez un peu le genre, avec très peu d'air. Là, ils allaient dans des wagons de voyageurs, accrochés initialement derrière la locomotive, et je ne sais pas si ce fut ce traitement de faveur, le transport des déportés en wagon de voyageurs est extrêmement rare, qui amena les sœurs de charité et les membres de la Croix-Rouge qui officiaient dans la gare à nous négliger et à ne pas nous remettre de ravitaillement, car elles croyaient que nous étions des travailleurs volontaires. Bien que notre convoi, bien que toutes nos conversations, je m'excuse, hein, mais c'est mal, c'est directement elle hein, qui a, on va le reproduire. Hein. Bien que toute conversation nous était interdite, et était immédiatement interrompue par des hurlements ou des coups des gardiens, nous parvînmes à les tromper, et longtemps je me souviendrai de l'affolement qui les saisit. Elles repartirent alors entre nous, et malgré l'opposition des gardes-chiourmes, tout le stock de ravitaillement dont elles disposaient. Mais les mots ne sont pas toujours nécessaires pour communiquer, et leur visage, leurs gestes, leur attitude nous apprirent leur bouleversement, leur compassion. Et les quelques bouts de papier et les quelques crayons qu'elles purent nous glisser nous furent d'ailleurs bien utiles, plus utiles que des paroles de consolation. Lorsque le train s'ébranla, les stores étaient baissés, sur les fenêtres bloquées. Il était d'ailleurs formellement interdit d'essayer de les ouvrir. Il n'empêche que bientôt un conseil circula: tâchez de faire parvenir de vos nouvelles aux vôtres, c'est un peu le genre, hein, aux vôtres, écrivez et jetez vos messages sur la route par quelque moyen que ce soit, notamment par les lunettes de WC. Plusieurs de ces billets parvinrent d'ailleurs à destination. C'est ainsi que ce jeudi 25 mai, un cheminot qui travaillait sur la voie de chemin de fer apporta à mes parents, connu la même chose, hein, à mes parents un morceau de papier que je recopie fidèlement. Au recto, on pouvait lire « Aujourd'hui, 25 mai, nous partons en convoi, vraisemblablement pour l'Allemagne. Tout va bien.
ce ne peut plus être long. J'ai bon espoir. À très bientôt. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et au verso, prière instante à celui qui trouvera cette lettre de le faire parvenir par quelque moyen que ce soit à mes parents, monsieur et madame Besse, 53 rue Sevran à Paris. Merci infiniment. Lorsqu'il rejoignit son équipe, ce cheminot apprit que notre train venait d'être mitraillé près de Château-Thierry. Vous voyez comme c'est bizarre, hein, qu'il y avait des mortes et des blessés, et que ces dernières avaient été transférées à l'hôpital de Château-Thierry, tandis que le train poursuivait sa route, la locomotive endommagée ayant été remplacée. Il s'agissait en fait d'un train de munitions et 2 soldats en partance pour le front de l'Est. Les 2 wagons de voyageurs dans lesquels nous étions se trouvaient placés comme protection entre la locomotive et le convoi. Les déportés et ES, hein, c'était toutes des femmes, étaient utilisés comme boucliers humains. Vous voyez, pourquoi elles étaient dans des trains de voyageurs? C'était pour que l'aviation alliée croit que c'était peut-être des militaires, hein, puisqu'on savait, ils savaient déjà, les Alliés, que les trains de déportés étaient véhiculés dans des wagons à bestiaux. Dès le premier passage des avions de la RAF, sur les 3 personnes qui se trouvaient avec moi dans le compartiment, 2 furent tuées, et mon amie Thérèse Bailly, avec laquelle je m'étais groupé, était grièvement blessée à la cuisse par une balle de mitrailleuse. Quant à moi, je n'avais que fort peu de choses. 2 blessures minimes dans le dos, provoquées par des balles mortes, amorties par la paroi du train et le capitonnage de la banquette sous laquelle je m'étais réfugié. J'étais donc la seule valide dans le compartiment. Le train s'était arrêté dès la première fois, la locomotive avait été détachée et les pièces de DCA, la DCA c'était la défense contre-avion, tous ces trains de munitions et de militaires avaient des canons de DCA pour se protéger de l'aviation alliée. Hein. Parenthèse. Installés à la queue du train, sur le toit des wagons, tirés sur les avions. Ce n'est qu'après le 2e passage des avions que les portes des wagons furent ouvertes et qu'on nous hurla de descendre sur la voie pour nous abriter derrière les talus. La porte de mon compartiment, qui donnait sur le couloir, avait été bloquée par des balles, les vitres ayant volé en éclats. Il était possible de sortir par les fenêtres. Toutefois, malgré ma peur et mon désir de me mettre à l'abri, car les avions revenaient, je ne pouvais abandonner Thérèse, qui était incapable de bouger et qui me suppliait de rester avec elle. Après que les avions eurent mitraillé plusieurs fois le convoi, ils s'éloignèrent et au bruit de la DCA succédèrent les hurlements de nos gardiens et les gémissements des blessés. Ces dernières, ainsi que les mortes, furent descendues sur le balastre par les déportées elles-mêmes. Je ne sais pas exactement que fut le chiffre des pertes, mais en arrivant, elles n'avaient pas encore lu dans le Patriote toutes ces femmes hospitalisées et évadées. Elles ne le savaient pas à ce moment-là, Bizy. Je ne sais pas exactement quel fut le chiffre des pertes, mais en arrivant à Numbren, où sévissait Molotov, c'est un sinistre bourreau allemand, hein, première étape sur notre chemin de la déportation, nous n'étions plus qu'une quarantaine. D'ailleurs, le journal de l'Aisne du 31 mai 1944 fait état de 4 morts et le Patriote résistant de janvier 1994 de 5 blessés, soit 1/5 des déportés de notre convoi. C'est le même cheminot, toujours autorisé par son chef d'équipe, qui retourna sur son vélo prévenir mes parents du mitraillage. Il leur conseilla de se rendre à l'hôpital de Château-Thierry. Mes parents, affolés, rassemblèrent le peu de vivres qu'ils possédaient et allèrent à l'hôpital où ils trouvèrent Thérèse. Ils apprirent ainsi que j'avais continué ma route vers une destination inconnue. Ils laissèrent les vivres aux blessés, regrettant que je n'eusse pas été blessé moi-même, mais comptant quand même que je ne fusse pas morte. C'est la dernière fois qu'ils eurent de mes nouvelles jusqu'en mai 1945. Après quelques heures d'arrêt, nous sommes restés parqués sur le balastre. On nous a fait remonter dans notre wagon aux vitres cassées et aux banquettes tachées de sang, et avec une locomotive neuve, nous avons continué à rouler. Je me retrouverai
Seul dans ce convoi de 52 personnes, je ne connaissais au départ que Thérèse. Dans le compartiment que nous occupions avant le mitraillage, il n'y avait plus personne. La porte était toujours bloquée. J'ai cherché un autre compartiment et en parcourant le wagon, j'ai soudain entendu résonner l'accent catalan, l'accent de mon père. Et ce fut comme si, d'un seul coup, j'avais rencontré quelqu'un de connaissance. Il restait une place dans ce compartiment et je me suis donc entré et je me suis assise à côté des deux femmes qui parlaient ainsi. Il s'agissait des demoiselles Molin, Marcel et Juliette, et là mes nerfs ont lâché. Je me suis effondré dans le giron de Juliette agité de tremblement. La crise passée, je suis resté à leur côté. Juliette et Marcel ont connu le même parcours que moi. Lembrun, Ravensbrück et Leipzig, Schnöffenfjord. C'est souvent que je suis allé me réfugier auprès d'elles, ayant l'impression, lorsque je les entendais parler, que je n'étais pas complètement abandonné. Leur accent me remontait le moral. Ils me parlaient de leur famille, de leurs vacances, à Thuir, lorsque c'était le bon temps, le temps de la paix, et lorsque je suis venu m'installer à ma retraite dans les Pyrénées-Orientales, je suis allé les voir à Isle-sur-Thé et j'ai renoué des liens d'amitié qui nous avaient unis dans les camps. Après que le train se fût arrêté plusieurs fois, qu'il eût même fait parfois marche arrière, nous sommes arrivés de nuit dans une gare où on nous a fait descendre, conduits dans 2 camions jusqu'au camp de Numbren, près de Saarbrück, à la frontière allemande. Le conducteur de la locomotive ayant appris lors de l'arrivée dans la dite gare qu'il était lui-même déporté. Voilà. Bon, alors vous voyez, bon, ces femmes, ces 52 femmes, j'en sais un petit peu plus depuis quelques jours et ça rentre bien dans le thème du concours. Comme le disait tout à l'heure M. Célizé, il y a 2 résistances. Une résistance comme celle dont vous a parlé au début notre ami, une résistance armée, organisée, presque une résistance militaire, obéissant à des ordres, enfin quelque chose de bien mené, et une résistance spontanée, humaine, de fraternité, de solidarité, sans laquelle d'ailleurs la première n'aurait pas pu vivre, parce que la première avait besoin de la deuxième. Parce que si, par exemple, mon père me racontait tout, il m'a toujours raconté que, par exemple, un maquis n'aurait pas pu vivre sans une résistance passive autour d'elle, qui les aidait quelquefois à se ravitailler, qui leur amenait même des renforts, parce qu'il faut comprendre. Vous aviez en France pas mal de gens en difficulté. En tout premier lieu, les Juifs, les communistes, puisque ce parti-là était interdit depuis déjà longtemps, les communistes. Vous aviez les réfractaires, ceux qui ne voulaient pas aller en Allemagne travailler pour les nazis, et qui fuyaient. Ces gens-là, ils ont eu besoin, bien souvent, avant d'arriver dans des maquis, avant d'arriver dans des fermes, parce qu'il y avait 2 zones, il y avait la zone occupée, il y avait la zone libre. Même en zone libre, il fallait trouver quand même des familles pour les recueillir. Il fallait toute une solidarité, une résistance sans armes, mais dont maintenant nous estimons qu'elle a autant de valeur que la résistance armée, puisque finalement il y a eu beaucoup de gens déportés qui n'ont jamais porté d'armes. J'en reviens à mon oncle et tante parrain-marraine. Qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient dans le 3e arrondissement, un groupe d'amis, parce qu'ils faisaient partie de la même association avant-guerre, parce que c'est surtout ça, le début de la résistance. C'était des gens qui étaient syndicalistes, ou qui appartenaient à un parti communiste, un parti politique, hein, oui, le parti communiste notamment, et d'autres, ou à des associations qui se connaissaient déjà et qui pouvaient se confier. Parce qu'on ne pouvait pas dire, moi je veux faire de la résistance. C'est pas comme ça que ça a commencé la résistance. La résistance, c'est un groupe de gens qui étaient déjà proches, les premiers je parle, hein, qui étaient proches, qui se connaissaient bien, donc ils n'avaient pas peur l'un de l'autre. Parce qu'on ne peut pas dire j'entre dans la résistance et que tous les voisins le sachent. Bon, notre amie tout à l'heure, elle a beaucoup de chance, elle faisait partie d'une famille
où elle pouvait dire qu'elle était résistante. Moi, je ne pouvais pas, par exemple, parce que ma famille était terriblement divisée. J'ai eu même un oncle, un frère de ma femme, qui était collaborateur, qui a fait partie d'un parti national français qui était franchement fasciste. Et on l'a découvert comme ça avec mon père avant qu'il ne soit en fuite. On va pour une collecte pour des gens en prison chez ce monsieur qui était chef de gare à Nogent-l'Artaud, parce que dans le temps les petites gares étaient plus importantes que maintenant. Il était chef de gare à Nogent-l'Artaud, ce fasciste d'oncle. Et quand mon père et moi, j'avais donc 14 ans, on a été lui demander, parce qu'il était bien placé pour avoir, il connaissait beaucoup de cultivateurs, il était bien placé pour avoir un peu de lard, un peu d'œufs, un peu de viande, un peu de choses. Il nous a dit ceci, mais ces gens-là, ils avaient qu'à s'occuper de la France au lieu d'être dissidents. Moi, je ne donne... Et il nous a reclaqué la porte. Il n'a pas voulu nous aider, hein, nous donner du ravitaillement. C'est pour vous dire, c'était ça la France. Des familles, même divisées. Alors donc, pas question de dire « j'appartiens » ou « je vais dans la résistance ». C'était compliqué au début, c'était très compliqué. Alors ce couple-là, Jules et Olga Novak, eux se sont spécialisés grâce à une introduction par un restaurant d'entreprise qui est devenu un maître de sous-officiers et d'officiers allemands. Ils ont pu communiquer. Ça a été difficile, je ne peux pas vous raconter, ce serait trop long. Je suis bavard, je m'en excuse, mais c'est vrai que ce truc-là me passionne tellement. Mais vous allez voir ce que c'est que la solidarité. Ils ont pu faire connaissance de 1, de 2, de 3, de 4. L'arrestation n'a eu lieu qu'au bout de 17 évasions d'antifascistes allemands, c'est-à-dire des gens qui étaient sous-officiers, et même 2 officiers dans les 17. 2 officiers allemands qui ne voulaient pas servir Hitler. Et ce groupement de résistants n'a jamais été armé. Ils ont été tous décimés au milieu de 1941. Mais ils n'ont jamais été armés. Simplement, leur travail, c'était de sortir ces gens-là, de les loger provisoirement pour les faire passer à travers de nouveaux réseaux, pour les faire passer en zone libre. Et ces gens-là fuyaient vers l'Espagne pour ne plus servir dans l'armée allemande. Vous voyez, la solidarité a été beaucoup plus considérable que vous ne pouvez le penser, et elle était extraordinaire. Et ces gens-là, vous voyez bien le cas de cet oncle et de cette tante, ils ont été déportés uniquement pour avoir fait des gestes de solidarité. Hein? Ils encouraient autant, voire peut-être plus, parce que j'ai même ma tante qui a été quelque peu torturée, hein, pour avouer... Bon, ben, je pourrais vous raconter sur eux, c'est tout un roman. Bon, Monsieur Ridloff, je vais devoir vous interrompre. Oui, je comprends. Donc, on va simplement vous demander à tous les 3 de nous dire en quelques mots, hein, ça va bientôt sonner, donc on a encore un tout petit peu de temps, hein, donc pour écouter peut-être un message en quelques mots, ce que vous pourriez dire aux jeunes par rapport à aujourd'hui, leur donner... une sorte de philosophie ou un petit message. Bon. Donc, Madame Dubois, un petit message. Quant à moi, je pense, après avoir vécu cette période, une période pleine de solidarité et de fraternité, je pense qu'à l'heure actuelle, il faut se pencher sur ces 2 termes-là. Donc, pas de racisme, absolument rien, une solidarité, une fraternité entre vous tous. C'est la seule solution pour qu'on ne revoie plus ce que nous avons vécu. Je ne peux pas en dire plus, je demande une solidarité entre vous tous, de façon à éviter le pire au cours des années suivantes. Et je pense que ça, vous l'avez certainement compris. Monsieur Célizé. Oui, eh bien, vous savez, les déportés qui sont rentrés, les 2500, je parle, les 2500 déportés juifs, mais il y a eu aussi des déportés résistants qui sont revenus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont édicté un serment, plus jamais ça. Et cette devise, plus jamais ça, ça doit vous servir pour l'avenir, parce que c'est aussi un avertissement à être vigilant. Parce que, comme l'a dit Madame, il faut être vigilant contre tous les signes avant-coureurs, que ce soit le racisme,
l'antisémitisme, la xénophobie, l'islamophobie, parce que ce qui est arrivé aux Juifs peut arriver à d'autres. Je donnerai un seul exemple. Le génocide des Juifs n'a pas empêché le génocide, le dernier qui se déroule au Darfour, qui s'est déroulé au Cambodge, qui s'est déroulé au Rwanda. Donc, vous, en étant armé de ce passé, vous devez avoir toujours présent dans votre mémoire d'être vigilant. Monsieur Rudloff, le mot de la fin. Bah, écoutez, ils ont tellement bien résumé tout. Je dirais simplement que vous allez avoir bientôt l'âge, vous commencez à l'être d'ailleurs, des citoyens. Alors je vous dis qu'une chose, faites attention au langage xénophobe, le raciste, la faute de l'un, si on en est là, c'est de la faute. Ça, il ne faut pas écouter. Comment le peuple allemand s'est-il laissé embarquer? Il s'est laissé embarquer par un parti qui leur avait promis plein de choses, parce qu'ils connaissaient le chômage. Hein, et le début de Hitler, c'était ça, c'était le chômage qui régnait, la misère, il faut bien le dire, et il avait promis du travail pour tout le monde. Remarquez que le travail pour tout le monde, c'est la seule chose qu'il a instaurée en Allemagne, c'est qu'il y avait tellement d'armées et tellement d'usines de guerre qu'évidemment, sous Hitler, il n'y avait plus de chômage. Seulement, il fallait marcher au pas. Hein. Alors, n'écoutez surtout pas à l'avenir des langages qui peuvent appeler à la haine. La haine, ça ne sert à rien. La haine, c'est la chose la plus affreuse qui soit. Respectez-vous les uns des autres. Aimez-vous, je ne suis pas religieux, mais enfin, aimez-vous les uns les autres, c'est ça la vérité. Il faut être tolérant, il faut respecter les croyances et les idées des autres, et puis c'est tout. Et c'est là qu'on forme un bon pays. Bon, on remercie, et je crois qu'on a passé un bon moment.